Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. 25 ans de règne, ce sont 25 ans de politique générale et publique, soutenue, convergente, aboutissant à un relèvement du niveau de vie général de la population. Mais 25 ans de politique et d'action, ce sont tous les domaines d'activité du pays qui sont concernés. Nous retiendrons pour ce débrief la sécurité et la stabilité, fondement de toute politique de développement. Pour faire d'un pays, d'une nation, un espace sécurisé, il ne s'agit pas seulement de l'appareil sécuritaire et de ses évolutions et améliorations, mais c'est aussi tout le fondement, la base juridique et idéologique qui le sous-tend. Le Maroc, 4 ans après l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été secoué par les attentats de ce funeste 16 mai 2003. Cette date a été le marqueur et le tournant d'une très large réflexion sur notre société, ses forces et ses faiblesses, mais aussi ses promesses et ses menaces. Et c'est depuis cette date, et même avant, qu'une nouvelle plateforme ou approche sécuritaire a été développée, avec avant le nouveau concept de l'autorité et l'instance équité et réconciliation, puis l'arsenal juridique antiterroriste, mais en même temps la réhabilitation et la réinsertion des gens qui n'ont pas de sang sur les mains. Ensuite, il y a eu la Constitution et son bloc de mesures en matière de droits de l'homme. Ensuite, la fusion du bloc sécuritaire, le centre Moussalaha. Nous parlerons de tout ça et nous reviendrons sur cette logique de la politique sécuritaire du Royaume avec nos deux invités. Colonel Hassan Saoud, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes officier supérieur de la gendarmerie royale et expert en questions sécuritaires et militaires. Ali Harichi, bonsoir et merci aussi d'être avec nous sur ce plateau. Doyen, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à Mondiapolis. Merci à vous deux. Commençons, si vous le voulez bien, par le commencement, le nouveau concept de l'autorité. On se rappelle, c'était le discours du 12 octobre 1999. Je vous lis, si vous le voulez bien, un extrait du discours. Nous voudrions, à cette occasion, expliciter un nouveau concept de l'autorité et de ce qui s'y rapporte. Un concept fondé sur la protection des services publics, des affaires locales, des libertés individuelles et collectives, sur la préservation de la sécurité et de la stabilité, la gestion du fait local et le maintien de la paix sociale. Cette responsabilité ne saurait être assumée à l'intérieur des bureaux administratifs qui doivent, au demeurant, rester ouverts aux citoyens, mais exigent un contact direct avec eux. Nous nous en rappelons tous, je commence par vous aussi, Hassan Saoud, nous nous rappelons tous de ce discours et de ce nouveau concept qui était le nouveau concept de l'autorité. Est-ce que c'est à partir de là que ça a commencé? Ça a commencé justement immédiatement après l'accession de Sa Majesté au trône. Et le discours de Casablanca reste aussi parmi les marqueurs dans tout ce qui allait suivre comme réforme. Le nouveau concept de l'autorité qui s'adresse non seulement aux autorités, mais à tous les services publics. En quoi il consistait? Il consistait au travail de proximité, au rayonnement dans les territoires, à l'écoute des doléances des citoyens, à l'assistance aux citoyens qui ne peut être réalisée que lorsque vous êtes parmi eux. Parce que Sa Majesté a compris que tout se déroule dans les territoires et que la bureaucratie, même si elle a un espace et un temps donné, les services publics, même les élus, doivent être en contact direct avec la population. Surtout les élus, je dirais. Et oui, c'est un message royal global pour tout ce qui concerne les serviteurs de la population. Et donc, l'écoute, l'encadrement, le conseil et l'assistance à la population. Parce que les services publics, c'est leur rôle. Et leur rôle se traduit dans le rayonnement sur les territoires. Et ça a permis de changer la mentalité des agents du service public qui ont adopté cette nouvelle stratégie avec les résultats qu'on sait et toutes les conséquences positives qu'on a constatées chez les populations. Alors, dans service public, théoriquement, ça doit parler, l'expression doit parler d'elle-même. Dans service public, il y a le service au public. Et il y a aussi cette fameuse notion, Ali Harichi, d'autorité. Si Sa Majesté a parlé de nouveaux concepts de l'autorité, c'est parce que nous sommes donc nous sommes en 1999, à une époque, pour paraphraser quelqu'un de connu, une période que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, il y avait la question de l'autorité. Et puis voilà, nous avons un nouveau concept de l'autorité. Est-ce que c'est ce qui a fait, encore une fois, même question pour vous, ce qui a fait que le Maroc d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le Maroc d'hier à ce niveau-là?
Oui, tout à fait. Il y a sur d'autres plans aussi, d'ailleurs, oui, nous allons le voir. il y a une évolution très importante depuis le discours de Sa Majesté, donc de 1999, après son accession au trône, où il parle d'un nouveau concept d'autorité. Un nouveau, c'est-à-dire un changement de paradigme de l'autorité, un changement de paradigme de la relation de l'autorité ou du régime avec la société. Quand on parle, donc, la société, les citoyens, la population et puis le régime politique. Donc ce nouveau concept d'autorité, c'est la proximité, comme a dit mon ami Hassan, la proximité et que l'administration elle est au service du citoyen. Le rôle de l'administration, c'est de servir le citoyen. Et c'est pour cela, comme vous avez cité à la fin du discours, c'est qu'ils ne doivent pas être dans leur bureau administratif, mais aller vers les citoyens, être à l'écoute du citoyen, être à l'écoute des doléances et des attentes du citoyen. Et bien sûr, il y a aussi dans ce nouveau concept d'autorité, il y a une phrase très importante, on parle des libertés individuelles et collectives. Et on parle aussi de la sécurité, de la stabilité. Et puis, bien sûr, pour avoir une paix sociale. Parce que ce nouveau concept d'autorité, et comme j'ai dit, est un changement de paradigme, est un changement de paradigme de la relation entre l'administration et le citoyen. Et déjà l'autorité, si l'autorité avait un rôle avant, on va dire, coercitif, maintenant c'est un rôle de proximité, c'est un rôle d'écoute, c'est un rôle de service, c'est-à-dire vous avez dit public, secteur public, service public pour le citoyen. Pour le citoyen, voilà. Alors, donc, ce nouveau concept de l'autorité nous projette vers l'avenir. Nous allons voir de quoi a été fait cet avenir, c'est-à-dire les 25 ans qui ont suivi ce discours et l'établissement, l'instauration de ce nouveau concept de l'autorité. Je me rappelle, on en avait énormément parlé, c'était au niveau de la presse, au niveau de la société civile, tout le monde parlait de l'autorité, le nouveau concept de l'autorité. Mais avant de regarder, de se projeter vers l'avenir, Hassan Saoud, il est important d'abord de se réconcilier avec le passé. Comment on peut faire une réconciliation avec le passé? En prenant l'équité. Vous voyez venir l'instance équité-réconciliation qui a été mise en place par Sa Majesté en avril 2004 et placée sous la direction de Driss Benskela. Alors en quoi cette instance a été importante pour la mise en place de cette plateforme juridique et judiciaire et cette nouvelle approche sur les droits de l'homme? C'est d'abord une façon de solder un passé et un passif. Et je cite le discours de Sa Majesté où la création des instances répond au fait de faire en sorte que les Marocains se réconcilient avec eux-mêmes et leur histoire, qu'ils libèrent leurs énergies et qu'ils soient partie prenante dans l'édification d'une société démocratique, gage de prévention de toute récidive. Tout est dit. Et c'est quand même, nous sommes le deuxième pays à avoir fait cette volonté de réconciliation en Afrique. Et il faut signaler qu'un rapport a été fait et qu'il a été approuvé par Sa Majesté, notamment dans ces aspects de gouvernance sécuritaire. Tout le rapport a été avalisé, le renforcement des droits de l'homme, sur le plan des services de sécurité et des services d'enquête, évidemment le respect de l'intégrité des assujettis. Il y a la conservation des services, des archives des services, chose très, très importante, un service de sécurité. Il y a la clarification, comme c'était cité dans le rapport, des missions des services de sécurité et de la communauté de renseignement. Et il y a évidemment le contrôle. Et donc, toutes ces propositions ont été avalisées par Sa Majesté le Roi. Et il y a eu le nouveau départ qui a, comme je l'ai dit, pu, grâce à la réparation, à la restauration et à la réinstallation de la libération de la confiance. Parole aussi, c'était important. Oui, c'était une phase importante de la vie de notre pays où les soi-disant victimes se sont exprimées. On a pu voir la réalité de ces victimes-là et c'est une poussée
de réconciliatrice énorme qui a permis au Maroc quand même de voir l'avenir avec beaucoup de solidarité et évidemment, si vous voulez, d'acceptabilité très importante. Et donc, c'est aussi un marqueur important dans l'histoire de notre pays. Alors, d'un point de vue strictement juridique, Hassan Saoud a développé l'approche donc philosophique et juridique de la chose, personnelle aussi et humaine, mais d'un point de vue purement juridique, Ali Halaji, vous êtes un juriste. Cette justice transitionnelle, Hassan Saoud en parlait. Nous sommes donc, il y a 2 pays en Afrique, je crois, nous et l'Afrique du Sud et nous qui avons fait ça. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a des diplomates qui nous en parlent, que c'est un exemple qui est en train d'être pas dupliqué, mais l'idée est en train d'être reprise par certains pays d'Amérique latine. Cet exemple de justice transitionnelle, qu'est-ce qu'il a permis de régler comme problème pour l'avant, le pendant et l'après? Oui, d'abord, on est parmi les premiers pays pionniers ou les pays pionniers qui ont fait la justice transitionnelle. Quand on parle de la justice transitionnelle, on parle du droit humanitaire. On pas seulement de droit de l'homme, mais on parle du droit humanitaire. Et là, la justice transitionnelle fait partie de ce droit qui est gravé dans les conventions qui protègent, c'est-à-dire les personnes et les individus. Donc ce droit de l'homme ou droit humanitaire, le Maroc, quand il a pris l'initiative à le faire, c'est vraiment beaucoup de courage, beaucoup de vouloir passer à ce nouveau concept d'autorité. On passe à un nouveau concept d'autorité, mais en même temps, on est en train de rectifier les erreurs du passé ou plier les pages du passé. Et bien sûr, le principe de la justice transitionnelle est un principe c'est-à-dire les internationalistes ou les spécialistes du droit international, et il est bien, il y a plusieurs, il s'articule sur plusieurs axes. D'abord, il y a l'écoute en séance plénière, c'est-à-dire que l'État se met et écoute les gens qui ont été des victimes, qui ont subi des violations ou autres. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous avons vu. À la télé, donc oui, c'est ça. Ça fait partie parmi les principes de la justice transitionnelle. Il faut que ce soit d'une manière plénière, que ce soit tout le monde, c'est-à-dire écouter. C'est une forme de réconciliation. C'est l'une des plus formes de réconciliation quand on voit les victimes qui viennent et qui témoignent. Nous avons écouté des témoignages de personnes, et ça c'est quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Je me rappelle de ces séances-là, et ça c'est très important. Ça c'est l'un des principes de la justice transitionnelle. Il y a aussi un principe de réparation, aussi d'indemnisation des victimes, et ça a été fait donc par le Maroc, et une indemnisation, d'abord l'indemnisation morale qui se fait par ces témoignages, par l'écoute, il faut se rappeler qu'il y avait même des traducteurs pour les personnes qui n'arrivaient pas à parler, par exemple, en arabe. Mais ils parlaient la deuxième langue du Maroc, c'est-à-dire l'amazigh. C'est-à-dire tout le monde avait le droit de dire ce qu'il a subi, ou la violation qu'il a subie, ou sa famille, ou un proche. Et ça, c'est très important. La deuxième des choses, qu'il y a eu l'indemnisation. Et ça, c'était un dossier très important. Et l'État a porté, c'est-à-dire cette indemnisation. Donc, à ce niveau-là, on voit que le Maroc, d'abord, c'est un pionnier. Il a utilisé, ou pas, il a recouru à un principe très important du droit de l'homme ou du droit humanitaire pour la réconciliation, la restauration, comme vous avez dit, et aussi pour passer à une autre étape. Et ça, c'est un point marquant dans le règne de Sa Majesté, c'est-à-dire, voilà un nouveau concept d'autorité, voilà le musalaha, c'est-à-dire la réconciliation avec le passé, et on prend le départ pour ce qui a été construit pendant ces 25 ans. Alors, le musalaha, on y reviendra parce qu'on retrouve ça en fin en queue de chaîne. Par la suite, nous allons y revenir. Alors, Hassan Saoud, toujours la même question. Donc, c'est une question pour vous qui serait globale, pour vous deux. Alors, après les attentats du 16 mai 2003, l'État a pris les choses en main et une réaction, qu'on pourrait appeler une réaction en chaîne, s'est produite. Donc, il y a eu d'abord
le rétablissement de l'ordre et la répression des cellules responsables de ces attentats meurtriers, restructuration du quartier de Sidi Moumen, changement de la loi antiterroriste, refonte de certains programmes d'éducation, lancement de mesures en direction et en faveur de la jeunesse, la formation professionnelle, les centres de proximité, etc. Il y a eu l'INDH un an après, donc on en parlait hors antenne avec vous, Hassan, quand on préparait l'émission. La Constitution avec l'établissement et l'instauration du CNDH comme véritable organe de gouvernance et donc le centre Moussalaha. Est-ce que cette approche peut être considérée comme spécifiquement marocaine et comment vous en avez vu les résultats sur 25 ans, les 25 ans qui sont arrivés? Chose Hajam Bed, Hajam. Vous savez, 2003, la date fatidique de triste mémoire des attentats du 16 mai 2003 ont été, à quelque chose de malheureux et bon, le lancement de toute une série de réformes, lesquelles réformes visaient évidemment l'anticipation sur certains événements, car visiblement, on n'a pas pu venir. De quelle nature ont été les réformes lancées? C'est un changement de paradigme, aussi bien dans l'approche, dans l'évaluation et dans la parade. Et ces réformes ont un aspect important, d'abord institutionnel, peut-être qu'on en parlera, le structurel, parce qu'il y a eu toute une réorganisation des services pour répondre à ce qui s'appelle la menace avec un M majuscule. Il y a des réformes, évidemment, dans la façon de fonctionner des services, etc. Et il y a eu un mot d'ordre important, l'indivisibilité, c'est un mot d'ordre royal, l'indivisibilité de la sécurité. Le travail en commun, l'interministérialité, la transversalité, le décloisonnement, c'est très important, et l'installation de la sécurité dans l'interministérialité. C'est-à-dire, en termes plus triviaux, communiquer toutes les informations et que tous les services en charge de la sécurité, quels qu'ils soient, militaires ou civils, ou qu'ils soient au courant de ce que savent les autres. C'est la meilleure manière. Et il y a eu la naissance de ce qu'on appelle la nouvelle chaîne de sécurité. Il y a les autorités, évidemment, locales avec leurs auxiliaires. Vous avez les forces armées royales, la gendarmerie royale, la direction générale de la sécurité nationale, les forces auxiliaires, et il y avait la communauté du renseignement, civile et militaire, etc. Et donc, c'est une chaîne élargie, inclusive, et le Maroc a innové en introduisant les organisations non gouvernementales, par exemple, ne touche pas à mon pays, et le citoyen en bout de chaîne. Et ça, c'est pour ce qu'on appelle le travail d'anticipation. Mais il y a eu aussi un ajout d'institutions en aval, la justice. Vous commettez un méfait, vous atteignez la société, il y a une réponse, il y a des établissements pénitentiaires pour que vous exécutiez votre peine, mais lesquelles institutions pénitentiaires assurent aussi une réhabilitation ont la charge de la réinsertion et de la remise de celui qui a exécuté une peine apte à être réintégré dans la société. Et donc, mais précision, c'est un label qui n'a pas été imposé, mais c'est un label intrinsèque, partie de la volonté royale et de l'adhésion de toutes les parties prenantes. Et ça, c'était très important à relever. Alors, je reviendrai vers vous pour cette question de l'intégration de l'élément citoyen dans cette chaîne sécuritaire. Vous avez exercé des fonctions sécuritaires, vous avez bien approché ça, vous allez nous en parler. Même question pour vous, Ali El-Halichi, le fait de mettre en même temps le sécuritaire, le social, le juridique, le judiciaire, l'associatif, l'éducatif et tout, c'est une marque de fabrique marocaine pour anticiper. On se rappelle ce fameux funeste tragique 16 mai. Après. Oui, ce tristement 16 mai, ce tristement événement, moi je dirais tristement, donc attentat qui a secoué le Maroc, qui était dans la reconstruction. Comme on l'a dit, on a parlé
au début de l'instance d'équité et réconciliation qui va venir un an après, mais qui a été préparée bien auparavant. Mais cet attentat-là a montré que le Maroc avait vraiment besoin là de ce nouveau concept d'autorité. C'est-à-dire qu'il fallait marcher ensemble. On ne peut pas marcher la justice toute seule, le social tout seul, la sécurité toute seule. Il fallait marcher à pas ferme et à pas sûr pour la paix sociale. C'est ça l'objectif. Donc, c'est la convergence, comme a dit Hassan, des politiques publiques et puis même de l'information. C'est le partage de l'information. Je pense que Hassan le sait très bien. Dans le sécuritaire, il faut que l'information soit tributaire à tous les responsables. Voilà. Sinon, il y a toujours une manière claudicante qui ne permet pas d'agir à temps. Donc, ce malheureux et triste attentat a, je ne dirais pas qu'il, comme il a dit, à tout malheur, il y a quelque chose parfois de bon. Il a permis que, voilà, il fallait aller sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Et en effet, on a vu qu'il y a eu une forme de consolidation ou de convergence des politiques publiques sur tous les domaines. Qu'on ne peut pas marcher sur un domaine et aller vite et l'autre aller avec une lenteur. Et c'est pour cela que les résultats vont arriver après sur d'autres domaines, parce que dans une société, il faut prendre soin de la société et de ses attentes pour pouvoir aller ensemble pour construire cette paix sociale et cette stabilité et cette sécurité. Alors on a vu, c'était à la période de 2003, donc c'est entre 2001 et 2005, 2006, il y a eu des attentats un peu partout. Donc bien entendu le 11 septembre aux États-Unis, mais il y a eu aussi les attentats à Madrid, les attentats à Londres, et dans tout, ailleurs et partout, il y a eu un réflexe, un repli sur soi, un réflexe sécuritaire, un réflexe répressif. Cette approche marocaine était assez spéciale, mais elle passait aussi, je parle de l'ancien sécuritaire que vous avez été ou que vous êtes toujours, est-ce qu'il fallait aussi passer par une responsabilisation, par une sensibilisation des responsables des forces de l'ordre, qu'on comprenne aussi que la meilleure manière, ce n'était pas de la répression, mais dans cette question de proximité et de gestion de leurs forces, de manière à pouvoir se comporter d'une manière positive avec la population. C'est pour cela que le Maroc a ratifié la Convention de lutte contre la torture et les traitements humains et dégradants. Et il a mis en conformité son arsenal juridique national en criminalisant ces faits. Donc, c'est une avancée importante où tout abus, ou toute atteinte à la dignité ou à l'intégrité corporelle des citoyens a été criminalisé et donc endurci, mais on applique les conventions internationales. Il y a toujours le respect de l'être humain et de ses droits. Alors ça, je vous coupe, excusez-moi Hassan Saoud, je vais vous couper, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, hein, ne me regardez pas comme ça, c'est positif ce que je veux dire, c'est que depuis cette vingtaine, ce que vous dites est extrêmement important, parce que les jeunes d'aujourd'hui, les 15, 20, 30 ans, ne voient pas cette différence de comportement des forces de l'ordre, c'est-à-dire ce qu'il y avait, on va dire au XXe siècle, et ce qu'il y a eu au XXIe, c'est-à-dire ce changement qualitatif dans le comportement des forces de l'ordre, de tous les niveaux. D'expérience que dans les formations de tous les enquêteurs, ce qu'on appelle les officiers ou les agents de police judiciaire, ces dispositions-là sont réitérées dans la formation. Bon, mais il y a un aspect répressif de toute contravention, ça existe depuis tout à l'heure, mais ratifier une convention internationale est quand même un acte politique important qui raffirme le droit du citoyen. Parce que l'évolution des droits humains, un peu partout dans le monde, le Maroc a aussi évolué. D'ailleurs, dans le rapport Instance Équité et Réconciliation, l'élargissement des compétences du Conseil consultatif des droits de l'homme ont été avalisées par Sa Majesté aussi. Donc, on a accompagné. Il y a un travail technique et un travail structurel à faire, mais il y a le respect des conventions et des lois
nationales qui sont là et dont tout récalcitrant est poursuivi par la justice avec les conséquences que nous savons. Quand vous parlez de répression, effectivement, c'est le terme qui est utilisé. Quand il y a infraction à la loi, il y a automatiquement répression dans le cadre de... Disons la réponse judiciaire. Non, mais c'est répression, c'est une question de répression ou de coercition. On peut utiliser les deux, mais dans un cadre légal, sachant de toutes les manières, et ça je vous tourne vers vous, Ali El-Harichi, sachant que le citoyen est parfaitement convaincu de ses droits et de aussi, enfin je ne sais pas de ses devoirs, c'est en train d'arriver, mais de ses droits, il en est convaincu. Alors quel est l'apport de la Constitution justement en matière de droits de l'homme, de droits des femmes, donc de l'homme avec majuscule, puis de l'homme sans majuscule, des femmes, des citoyens. Essentiellement, on retrouve ça dans le préambule et dans les deux premiers titres. Qu'est-ce que cette Constitution a apporté par rapport à ce qu'il y avait avant et qui ferait que les citoyens soient convaincus de cette dualité, droit, devoir, les deux? D'abord, dans tout individu, il est confronté à la fois au devoir et au droit. Et par les droits, quand on pousse l'explication, c'est les libertés. C'est une forme de liberté. C'est les libertés A, les libertés échues, c'est-à-dire de l'État, ou les droits, le droit qu'un citoyen a sur l'État. Maintenant, parlons de la Constitution. La Constitution de 2011 est une constitution avant-gardiste. C'est une constitution très, très, très avant-gardiste par rapport à même des constitutions de pays dits, c'est-à-dire démocratiques depuis traditionnellement démocratiques. Pourquoi avant-gardiste? D'abord, si on prend, vous avez parlé du préambule. Effectivement, le préambule, il cite les droits de l'homme, les libertés fondamentales et leur protection et leur adaptation aux libertés et aux droits fondamentaux universels. Il y a aussi, il est avant-gardiste, on trouve ça dans l'article 1er et l'article 2, mais il y a un titre, le titre 2, le premier titre de la Constitution, il y a d'abord le préambule, il y a le titre 1 qui dans l'intitulé et les dispositions générales, et le titre 2 qui va de l'article 19 à l'article 41, qui s'appelle Liberté et droits fondamentaux. 22 articles qui sont consacrés, en dehors des autres articles, qui sont consacrés aux droits et aux libertés, c'est-à-dire des individus, qu'ils soient hommes ou femmes, ou qu'ils soient marocains nationaux ou étrangers. Donc, 22 articles qui sont seulement consacrés aux droits et aux libertés fondamentales. L'article 19, par exemple, il parle de l'égalité entre l'homme et la femme, oui. Et que ce soit sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur tous les plans. Et il parle aussi dans son deuxième alinéa de la parité qu'on va trouver l'instance au niveau des articles qui sont, je pense, les titres 5 ou 6, qui est consacré aux dispositions générales, pas aux organismes de bonne gouvernance. Les organismes de bonne gouvernance tels que le Conseil national des droits de l'homme ou encore le Conseil de parité. Le médiateur, l'ACA, etc. Donc voilà tellement d'articles et tout un titre consacré. Et ça, c'est très important. C'est la construction d'un état de droit. Le nouveau concept d'autorité avec la construction d'un état de droit. Et ça, c'est très important au niveau de la Constitution marocaine. Comme vous savez, les libertés et les droits, il y a deux types. Il y a les libertés physiques ou les droits physiques et les libertés intellectuelles. Et ils sont protégés de par la Constitution, dans les articles de la Constitution, que ce soit au niveau de ce titre 2 ou que ce soit au niveau d'autres titres, c'est-à-dire l'article 6 qui parle de la loi, ou bien d'autres articles de la Constitution qui vont traiter les droits et les libertés, par exemple le droit de la pétition. On va le trouver, je pense, dans l'article 13, le droit de la grève. Donc il y a beaucoup d'articles qui donnent des droits en dehors du titre. Et là, on voit l'importance de cette Constitution. Et ça commence avec ça. Ce ne sont pas des dispositions qui viennent à la fin, mais des dispositions qui viennent avant la structuration de la politique du pouvoir dans ce pays, c'est-à-dire avant la royauté, avant les trois pouvoirs. Il y a disposition générale, il y a liberté et droits fondamentaux, il y a du pouvoir royal, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et judiciaire. Donc on voit l'importance, et puis qui est donnée dans d'autres articles en dehors de ce titre. Et c'est vraiment une constitution très avant-gardiste et qui répond au principe, c'est-à-dire de ce nouveau concept d'autorité. Vous voulez ajouter quelque chose? Pour ajouter à ce que vient de dire Si Ali, il y a des dispositions constitutionnelles concernant la sécurité. L'article 53-54 parle du Conseil supérieur de la sécurité. C'est une nouveauté. C'est une réforme qui a été apportée par la Constitution de 2011, qui est présidée par Sa Majesté le Roi et qui est responsable de la sécurité intérieure et extérieure de l'État
et de la gestion des crises. Très important. Et on a vu comment il a fonctionné depuis, notamment dans les gestions des catastrophes, etc. Et il y a une disposition, l'article 38-39 de la Constitution, qui responsabilise le citoyen en tant que consommateur, mais coproducteur de la sécurité. On y arrivera justement dans les nouveaux opérateurs et acteurs de cette plateforme sécuritaire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais je reste avec vous, colonel Saoud. Une politique sécuritaire, c'est aussi, vous en avez parlé, de l'anticipation, aussi bien sécuritaire et judiciaire qu'une coordination entre les deux corps, si vous voulez, le corps sécuritaire et le corps judiciaire. Alors nous avons, par exemple, le Bureau central des investigations judiciaires, qui relève de la police, mais c'est les investigations judiciaires. Nous avons aussi des laboratoires scientifiques et techniques, donc aussi c'est la main dans la main avec la justice. Donc il y a de l'anticipation et de la coordination. C'est ça une politique sécurité qui réussit. On arrivera aux citoyens après. C'est la coordination. Il faut signaler aussi que cette chaîne élargie à l'échelon national a des relents sur les territoires. Les conseils régionaux ou provinciaux de la sécurité sont déjà sur les territoires sous la coordination des walis et des gouverneurs et formés par toutes les structures dont j'avais parlé. C'est très important parce que tout se déroule sur les territoires. Et ça, c'est important. Concernant la relation justice, vous savez, la police, la gendarmerie, dans tout leur travail de police judiciaire, sont des auxiliaires de la justice. Il faut le signaler. Ce sont des officiers de police judiciaire, comme oui, alors que les magistrats sont des officiers supérieurs de police judiciaire. Très bien. Il faut le signaler. Donc, il y a cette subordination dans l'exercice de la police judiciaire qui est importante. Mais je vous rassure, il y a une fluidité, il y a une entente sur les intérêts communs concernant. Mais le but de toutes ces réformes, c'est de pouvoir anticiper. Et vous ne pouvez pas anticiper sans de la veille, sans de la vigilance des autorités, sans de la vigilance des services spéciaux. Et dans notre sécurité, et c'est un label aussi marocain, il y a le renseignement humain allié au renseignement numérique. Et ça, les États-Unis ne l'ont pas fait et ont eu la surprise de septembre 2001. ELIN, comme on appelle, électronique, intelligence, c'est-à-dire tout ce qui est appareil, tout ce qui est technologie, et les éléments humains de côté. Le Maroc n'a jamais abandonné tout ça. Et le renseignement humain reste très important dans ce qui est système d'information chez nous. Et c'est ça qui a permis au Maroc d'avoir une résilience quand même et une capacité de prévention qui est quand même reconnue et qui nous vaut aujourd'hui les résultats qu'on verra par la suite, parce que le dividende stratégique de toutes ces réformes est important, à mon avis, à ne pas oublier. Alors la politique sécuritaire, sous l'angle sécuritaire, on vient de l'entendre, et sous l'angle juridique et judiciaire, Al Harichi, quand on dit que les magistrats sont des officiers supérieurs de la police judiciaire, ça passe aussi, c'est une politique sécurité réussie, ça passe aussi par une bonne formation des magistrats et plus de droits accordés aux avocats, sachant que le code de procédure pénale civile vient de passer il n'y a pas longtemps. C'est juste, vous savez, parmi la première chose qu'on enseigne dans le cours des libertés fondamentales et des droits de l'homme, qui protège les libertés et les droits dans un pays, c'est la justice. Donc on ne peut pas délier la justice des sécuritaires. C'est pour cela, quand on parle des droits de l'homme, vous savez, tout marche en même temps. Quand on parle des droits de l'homme, des libertés fondamentales, qui est le protecteur? C'est la justice. C'est le juge, c'est cet officier supérieur, donc le magistrat. Et c'est là où on voit la concordance, c'est-à-dire des pas qui vont concordant. Le sécuritaire, la justice, les droits de l'homme. Et ça, c'est très important pour cette consolidation aujourd'hui de l'état de droit. D'ailleurs, la justice, c'est la protection des libertés et des droits.
Bien sûr. Ben oui. Donc, c'est la première phrase qu'on enseigne dans les droits de l'homme. Et qui sont nos étudiants ou nos lauréats? Ben, c'est les futurs avocats, les futurs magistrats, les futurs agents d'autorité. Et c'est très important qu'ils soient implémentés par ces droits de l'homme et comment les protéger. Et bien sûr, comment veiller à la sécurité d'un pays. Parce qu'in fine, on arrive à quoi? À la paix sociale, la paix dans une société. Et ça, c'est, je pense, c'est quand même... il faut dire que Sa Majesté, le roi Mohammed VI, a fait un travail énorme. Ces 25 ans-là, on voit cette marche vers l'avant où le Maroc est en train de gagner de pas en pas, que ce soit sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur et sur une diplomatie assez forte, assez présente et assez respectée de par le monde. Hassan, nous parlions tout à l'heure de la restructuration de cette plateforme, de cet appareil sécuritaire dans sa globalité. Et quand vous parlez de restructuration, c'est là où je vous ai coupé tout à l'heure en parlant de la place du citoyen. Vous avez dit que le citoyen est producteur et consommateur aussi de sécurité, consommateur parce qu'il a besoin d'être dans la sécurité, et producteur parce qu'il intervient aussi dans la plateforme sécuritaire. Et comment? L'article 38-39 de la Constitution est clair. Le citoyen participe à la protection de l'intégrité des territoires nationaux et c'est très explicite. Mais je pense qu'il faut quand même ouvrir une parenthèse. Le Maroc n'a pas été, dans sa réforme, on n'a pas été dans la sécurocratie un peu béate. On a parlé de la multidimensionnalité de la réforme. Parce que en amont, il y a le social. Et on a fait des réformes énormes dans la lutte contre la précarité, contre l'exclusion, contre la marginalisation, la réduction de l'analphabétisme, la réalisation... L'INDH a été un programme absolument phénoménal parce que bon, il y a eu 3 générations déjà. On est à la 4e. On est au 4e programme qui ont révolutionné les territoires dans un sens positif. Et l'INDH qui a été exporté ailleurs, notamment chez nos partenaires africains. Il faut le signaler. Et cette réduction des disparités sociales et spatiales a été, même s'il n'est pas encore terminé, il faut dire la réalité, la création du centre de loisirs dans les potentiels viviers de la délinquance, etc., terrain de proximité, centre éducatif, dispensaires, écoles, etc. Tout ça participe d'une réhabilitation des territoires qui fait partie justement de cette réforme globale que le Maroc a réussi, avec des résultats qu'on sait, mais on s'est rendu compte, et c'est une tendance globale, qu'il n'y a aucune police au monde ne peut pas travailler sans la coopération des citoyens. Et c'est la philosophie de ce pays et qui considère le citoyen comme un moyen incontournable dans la réalisation de la sécurité, de la paix et de la stabilité. Le meilleur exemple, c'était cette tragédie des 2 jeunes scandinaves à fin 2018 qui avaient été assassinés à la montagne et qui ont été arrêtés quelques jours après grâce à la participation citoyenne à Marrakech. Ali El-Harichi, donc on en parlait tout à l'heure de la Constitution. Alors la promotion du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, et du médiateur, entre autres organismes de gouvernance, donc cette promotion en tant qu'organe constitutionnel de bonne gouvernance, peut-elle aussi être considérée comme faisant partie de cette plateforme qui fait que le citoyen qui est producteur et consommateur est aussi protégé. Quelque part, il vient de le dire, le colonel Saoud, la justice, c'est aussi la protection des droits et des libertés. Mais il n'y a pas que la justice, il y a aussi les organismes annexes et parallèles. Ces organismes ont le rôle d'accompagner, si vous voulez, la justice. Par exemple, la justice est au moment de l'élaboration des lois, ou la production des lois. Par exemple, une loi sur les langues. Le Conseil national des droits de l'homme, il est consulté. Une loi sur, je dirais, la parité, il est consulté parce que c'est le Conseil national des droits de l'homme, hommes et femmes. Donc, il doit être consulté pour donner son avis. Et il est consulté, que ce soit quand je parle du CNDH, il produit bien sûr un travail
pour orienter, pour rester sur ce chemin-là des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le médiateur aussi, c'est le médiateur, c'est la médiation. C'est la médiation entre les citoyens et si parfois il y a un blocage. Maintenant, même au niveau des institutions privées ou des grandes entreprises, il y a parfois, on ne recourt pas à la justice directement, mais on va chercher la médiation. Donc ce médiateur du royaume, il doit jouer ce rôle. Ceci dit, comme a dit C. Hassan, il y a aussi certains manquements, il faut le dire parfois, mais ça reste, quand on parle de l'administration, le nouveau chemin, oui, mais parfois il y a encore certaines choses à faire. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de discours qui parlaient, par exemple, quand on parle des secteurs social et public, je me rappelle, je pense, le discours de 2017, il fallait mettre beaucoup de choses de travail sur cela. D'ailleurs, maintenant, on voit l'État social. Donc, il faut encore pousser l'administration, il faut encore sortir, parce qu'il y a toujours encore, parfois, je ne dirais pas des freins, mais des réticences ou un certain manquement. Donc, on est en train d'avancer, mais la société, elle est là, elle veille. La société, elle veille, c'est par la voie des urnes qu'elle veille. C'est par la voie des urnes qu'elle peut reconduire un gouvernement ou pas. Parce que c'est le travail de tout le monde, c'est le travail de l'exécutif, des législatifs. Et quand on dit législatif, c'est le citoyen, c'est lui qui choisit celui qui le représente. Donc, c'est un tout. Et on est en train de marcher dans le bon sens et avec une rapidité, c'est-à-dire avec une forme de célérité. Et ce qui est très important, c'est qu'on marche sur plusieurs points en même temps. Il y a certains manquements qu'il faut aussi, auxquels il faut répondre. Mais dans l'ensemble, on est en train d'aller sur un chemin, je dirais, de la consolidation. On a construit déjà. La construction, elle est là. On est dans la consolidation, on est dans la forme, vous savez, on parle de la transition démocratique et de la consolidation. Nous sommes un pays qui a entamé la transition démocratique et il l'a entamé avec bravoure, avec courage, avec l'IE, avec l'INDH. Et parce que finalement, on investit en quoi dans une société, dans un État? Dans l'homme. C'est l'homme avec lequel on peut construire. On ne construit pas qu'avec des bâtisses, mais avec cet homme-là, on construit ensemble. Et là, on est en train d'aller, je pense, on est en train de consolider toutes ces réformes-là consolident cet état de droit et c'est tant mieux pour nous les citoyens marocains. Bien entendu avec H majuscule, bien sûr, incluant les deux genres. Alors, ce qu'on peut appeler cette success politique, success story, elle est faite de la combinaison d'un ensemble de choses, c'est-à-dire une approche juridique et judiciaire qui soit nouvelle, une politique des moyens techniques et technologiques où on ne se refuse rien. On a les meilleurs appareils, les plus performants, les plus récents, et une capacité à mieux connaître les adversaires. Et quand on parle d'adversaires, je parle surtout des groupes terroristes, donc aussi bien les origines, l'allégeance, les alliances, les individualités, etc. Est-ce que c'est pour ça, vous qui avez travaillé là-dedans sous donc un angle sécuritaire, est-ce que c'est pour ça que notre système sécuritaire est exportable, et il est exportable parce qu'il est demandé à l'extérieur? Tout simplement parce que le gros de son travail est dans l'anticipation. Vous savez, c'est quoi l'anticipation? C'est de faire en sorte que ce qui est susceptible d'arriver n'arrive pas. Et on le réussit. Mais il faut signaler aussi qu'en termes de réforme, le Maroc n'a pas négligé le numérique. Oui. Parce que nous allions le physique et le numérique pour élargir le spectre de la sécurité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il a été créé un comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information, une direction générale de la sécurité des systèmes d'information qui est l'opérationnalisation. Il y a un centre de veille et de réponse aux incidents informatiques, le MACERT, que le ministère délégué dirige. Et tout ça fait que le système est exportable. C'est-à-dire qu'on le retrouve quand on voit un peu les coopérations sécuritaires qu'il y a, c'est avec les 5 continents, aussi bien avec les pays de notre continent, les pays amis d'Afrique, que ce soit avec l'Amérique du Nord, que ce soit avec l'Europe.
Ils sont partout. Ça a été, donc, actuellement, c'est avec les JO de Paris. Ça a été aussi dans les pays du Golfe. Oui. C'est un peu partout. Sur le plan de la coopération, le Maroc est le bon élève des Nations Unies. Tout le monde, le secrétaire général des Nations Unies le dit, les pays partenaires le disent, les organismes policiers mondiaux le disent, parce que nous sommes dans une collaboration sans limite. Ça, c'est le label marocain. Et pourquoi il est exportable? Parce qu'il est dans sa multidimensionnalité. Vous avez le structurel, l'institutionnel, le culturel, et vous avez évidemment une organisation. Vous savez, cette multidimensionnalité est importante en ce qui nous concerne. Et évidemment, il n'oublie pas le côté social, le côté urbanisme, côté infrastructure. C'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs un modèle marocain, parce qu'il est particulier et intrinsèque par rapport à certains pays dans notre continent qui l'ont fait avec l'aide de certaines puissances, dont l'Union européenne, etc. Et le résultat, et je pense qu'il est important de le signaler, nous avons un dividende stratégique important grâce à ces réformes. Vous savez, le Maroc, il est parmi les fondateurs du Forum global de lutte contre le terrorisme. Il est membre actif dans les structures. Il est, Sa Majesté, est leader de la protection de l'environnement, leader africain de l'environnement, de la protection de la problématique migratoire. Le Maroc abrite le centre de formation africain des Nations Unies de la lutte contre le terrorisme. Il abrite l'observatoire africain de la problématique migratoire. Et donc tout ça, ça donne au Maroc une réputation de pays installé dans la coopération internationale et installé dans la coopération bilatérale et régionale, qui fait que le modèle, naturellement perfectible, rien comme tout, il n'y a rien de parfait. Mais il faut s'installer dans la durabilité. Et dernier point, si vous le permettez, la vigilance, la veille doit s'installer dans la durabilité, parce que notre pays est une cible majeure du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée, quelle que soit son obédience. Ali El-Harachi, Hassan Saoud nous parle de multidimensionnalité. Notre modèle est vendable ou exportable à l'étranger parce qu'il y a une multidimensionnalité. Et est-ce qu'on peut dire clairement qu'on a fait de notre appareil sécuritaire un outil de soft power marocain, carrément? Oui, c'est un outil de soft power de par tous les éléments que nous avons cités, mais aussi de par l'efficacité et l'efficience de notre système sécuritaire, qui repose sur plusieurs fondamentaux, plusieurs axes. Il repose sur la stabilité, sur les droits de l'homme, sur la sécurité et sur cette information ou cette relation entre le citoyen et l'individu et l'administration. Et tout cela permet à ce modèle-là d'être exportable. Effectivement, d'être exportable. Et comme j'ai dit, il est efficace et il est efficient. Et ça, c'est pour cela que même les pays développés, ou c'est-à-dire avancés, demandent au Maroc leur expertise. L'expertise marocaine, elle est aujourd'hui, elle a pignon sur rue, c'est-à-dire par rapport aux États. Vous avez tout à l'heure cité le Qatar, l'organisation de la Coupe du Monde. On a vu les Olympiades qui se déroulent aujourd'hui, qui ont commencé, on va dire, l'ouverture c'était hier, mais il ne faut pas oublier le match du Maroc, qui a commencé il y a 3 jours. Donc ce modèle-là, on voit les Marocains, c'est-à-dire la sécurité marocaine qui est présente pour apporter son assistance, pour apporter son expertise à d'autres pays. Voilà. Alors, donc, si je devais juste, sur la base des dépêches de presse, c'est la coopération sécuritaire avec l'Espagne, avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec la France, avec le Royaume-Uni, avec le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les USA, la Russie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et bien d'autres encore.
Messieurs, merci pour vos éclairages sur cette politique sécuritaire et aussi le droit de l'homme pendant les 25 dernières années. Merci à vous, Hassan Saoud. Merci à vous, Ali Harichi. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fête du trône et à la semaine prochaine. Merci.